Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sophie Fontanelle. Je pense que je suis véritablement... c'est pas androgyne. Je suis au milieu d'un truc dont on parle pas et où je suis sûre que beaucoup de gens sont. C'est toujours compliqué d'interviewer une amie. Sophie Fontanelle est une amie. Elle est même plus que ça. Elle est une sœur, une guide et parfois même un peu une mère. Quand on travaillait ensemble au L il y a des années de cela, elle a été la première à m'autoriser à grandir. Elle parle bien du fait de grandir, Sophie. Elle ne parle que de cela au fond. Parmi ses romans, celui qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Grandir, est l'un des plus beaux textes jamais écrits sur le fait de vieillir quand on est une femme et sur l'amour entre une mère et sa fille. Dans son dernier livre, Une apparition, elle décrit sa conquête du droit de porter ses cheveux blancs. Sophie est hilarante. Tous les gens qui la suivent sur Instagram le savent. Mais si vous ne connaissez d'elle que sa part pitre, notre discussion risque de vous surprendre. Sophie Fontanelle est tellement plus que ça. Merci à elle, du fond du cœur, d'avoir bien voulu révéler dans La Poudre quelques-unes de ses facettes les plus secrètes. Avec Sophie Fontanelle, on a parlé de la mort, de l'humour et de YouPorn. Sophie Fontanelle, dans la vraie vie, je vous appelle ma Sophie. Donc je vais pas faire semblant de te vous voyez parce que ça se verrait trop en fait que c'est pour de faux. Ma Sophie, pour préparer cette interview, j'ai lu des tas d'articles à ton sujet. J'ai relu tes romans, j'ai relu tes interviews. Et ça me faisait bizarre parce que j'ai jamais raté le moindre de tes posts et parce que tu m'as confié depuis 10 ans qu'on se connaît beaucoup de tes états d'âme. Pourtant, il y a des petits bouts de toi qui me restent toujours cachés. Il me semble, Sophie, que tu sais mieux que personne jouer de l'ombre et de la lumière, montrer ce que tu veux, même en montrant beaucoup, maîtriser ce qu'on voit et ce qu'on sait de toi. Est-ce que c'est une forme de maturité d'écrivain et de femme de médias ? Jamais personne me parle comme ça parce que jamais personne me connaît à ce point. Donc voilà. J'ai beaucoup travaillé dans ma tête sur qu'est-ce que c'était que ces choses que je cachais, puisque je fais comme si je montrais tout, alors que je ne montre pas tout. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que c'était la chose complètement cachée. Je pense que pendant longtemps, ce qui était complètement caché, c'est que j'avais le sentiment de ne pas mériter d'exister. Donc en fait, je le cachais derrière de l'humour, comme souvent les gens qui ont de l'humour. Et puis aussi, j'ai fait une analyse à un moment donné dans ma vie et je disais à la psy que moi je n'étais jamais désespérée, ce qui est vrai, je suis jamais désespérée, mais à l'époque j'avais un scooter et je disais, de temps en temps, je me dis que si je tournais le volant du scooter, le guidon, vers le mur, en fait, ça pourrait se faire. Donc je ne suis pas désespérée, mais il y a donc quelque chose de caché là-dessous qui... C'est comme si c'était quelque chose qui ne tenait à rien. Donc, j'ai pas peur de la mort. J'ai pas pleuré quand des gens que j'aimais sont morts. J'ai rêvé, ce qui est complètement fou d'ailleurs, c'est le hasard, j'ai rêvé cette nuit que je n'arrêtais pas de sangloter à propos de la mort de ma mère. Et que j'étais étonnée de pleurer. Ça ne veut pas dire que je ressens pas, c'est comme si... comme j'ai eu si longtemps le sentiment de ne pas exister, qui c'est qui meurt si on n'existe pas ? Sophie, t'as grandi dans le 7e arrondissement, près du métro Muette, ce que je trouve quand même hilarant quand on sait à quel point tu aimes parler. J'ai conjuré le sort. C'était comment de grandir dans ce quartier de Paris ? On était des surclassés, comme les gens dans l'avion que par miracle on surclasse. Mon père, il était représentant de commerce et ma mère, elle était femme au foyer. Mère plutôt très instruite, père pas terrible au niveau instruction. On se retrouve dans le 16e, des amis, des collègues de mon père parlent de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un appartement dans le 16e. Ma mère embrasse la cause du 16e arrondissement, mais je dois dire,
Elle se met à parler comme ça. Elle est comme ça. Et mon père était représentant de commerce. Il vendait des ours en peluche, et des panoplies de Zorro, des choses comme ça. Et donc, au début, énorme honte, en fait, c'est ça que je ressens du 16e, énorme honte à aller chercher, quand mon père revenait de tourner, les fiertés, parce que c'était des super panoplies, mais un peu honte, parce que mon père, il n'était pas un grand avocat, un grand cardiologue, il dirigeait pas une banque, et il fallait tout le temps le dire. À tel point qu'à l'école, quand on m'avait demandé ce que faisait mon père, j'avais dit mon père, parce que j'avais entendu que mon père disait qu'il avait été prisonnier pendant la guerre. Alors j'avais trouvé un truc super, c'est mon père est en prison. Ça me semblait être vraiment royal. On a été convoqués avec mes parents. Il a fallu que je dise qu'il était représentant de commerce. Parce que t'es vachement moins chic que la prison, en fait. Non, mais je garde un souvenir. C'est une chance d'avoir été... ça donne foi dans l'ascenseur social, parce que avoir la vitesse à laquelle ma mère, c'est-à-dire en 2h25, est devenue une bourgeoise, passant d'un père poète à une vie de bourgeoise, c'est fou. Et j'ai aussi vu très jeune, des histoires de vexation sociale. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris très jeune qu'il ne fallait pas vexer les gens socialement. À la limite, on peut dire aux gens qui sont moches, mais dire aux gens qui sont des ploucs, c'est pire en fait. Parce que de temps en temps, par exemple, j'avais une copine, un jour on a vu un homme dans la rue, elle m'a fait, lui, c'est vraiment... regarde-moi ça, ce plouc. À l'époque, on ne disait pas plouc, je ne sais pas ce qu'elle disait, mais c'est vraiment typique le physique de représentant de commerce. Et moi, mon père, il était représentant de commerce. C'est des blessures dingues. Et du coup, ça fait naître chez moi un désir d'élégance. Enfin, j'étais encore plus bourgeoise que ma mère, quoi. Je l'ai doublé. C'était quel genre de maman, ta maman, dans ton enfance ? C'était une mère fusionnelle. C'est-à-dire que c'est une mère qui jamais, c'est pas la mère. Elle disait que quand on allait au jardin d'enfants, là, elle disait que ça la faisait trop suer de jouer avec moi. Donc elle jouait jamais avec moi. Me raconter des histoires, ça la faisait trop suer. Tout ce que on doit faire pour l'éveil de l'enfant, là, j'ai jamais eu de tapis d'éveil et tous ces trucs-là, enfin, mais ça n'existait pas. Ma mère, elle n'en avait rien à faire, je la regardais coudre, voilà, parce qu'elle se faisait des vêtements. Mais on n'avait pas... donc j'avais une mère très flemmarde, qui tous les matins me faisait un petit déjeuner, mais alors vraiment, enfin quand je dis un petit déjeuner, elle me donnait des chocos, et puis elle m'emmenait à l'école, et après je pense, elle se recouchait en fait. Et elle était ultra flemmarde, et elle le disait d'ailleurs. Elle cuisinait très bien, mais détestait faire la cuisine. Elle disait, on a besoin de quoi ? D'une rondelle de saucisson et puis d'une tomate. Et quand elle se mettait vraiment en 18, elle faisait des frites et un tourne d'eau, quoi. Mais elle savait très bien cuisiner, mais la flemme. Et j'avais une mère tellement fusionnelle et tellement... on ne pouvait même pas... il y avait tellement de fusion, j'étais une partie d'elle. Mais à l'adolescence, ça a été très dur, parce qu'il a fallu se défaire de ce corps, en fait. Mais parce que tu parles de fusion, et pourtant tu parles d'un détachement en même temps. Il y a quelque chose qui paraît paradoxal dans ce que tu décris, même de ton quotidien avec elle, de ton enfance. Je ne sais pas d'où il vient ce détachement. Je sais que... alors, il y a peut-être une clé, c'est que mes parents me touchaient très peu. Et mon père, c'était un événement quand... mais c'est pas parce qu'il voulait pas, en fait ça ne se faisait pas, on ne se touchait pas. Donc mon frère, on peut encore aujourd'hui pas s'embrasser, c'est-à-dire que dès qu'on s'embrasse, enfin, on s'approche et puis on fait comme ça, on fait comme si on tremblait, que c'était un truc tellement dingue de s'embrasser, c'est comme si c'était interdit. Et ma mère, de temps en temps, touchait la peau de mon bras en disant que c'était doux, etc. Mais, ou si, elle me faisait des câlins, mais au fond, pas tellement. Et puis, de toute manière, elle exprimait tellement que le corps, ça la dégoûtait, qu'en fait, ça m'a collé une sacrée distance avec la vie, en fait. Mmh. Tu parles souvent de tes origines arméniennes, notamment dans l'un de tes romans, La Vocation, que tu as publié en 2016, où tu racontes à la fois l'époque où tu dirigeais la mode OL et ta famille maternelle et son histoire. Tu évoques l'exil imposé à tes grands-parents, qui fuient alors un génocide, je trouve ça bien de le rappeler, qui coûte en 1915 la vie à 1 200 000 Arméniens qui vivent sur le territoire actuel de la Turquie. Est-ce que ça change une enfance d'avoir cette histoire de famille ? Certainement, puisque mon père est français, ma mère est arménienne, elle va devenir française en se mariant. Enfin, elle est arménienne, c'était les apatrides, c'était les passeports Nansen. Ça existait, ça, à l'époque. Et en fait,
la partie arménienne a mangé toute mon identité. Je suis fière d'être française, hein. Vraiment, je me sens française, mais on ne parlait que des Arméniens. Aujourd'hui, j'ai des cousins là qui tout d'un coup ont ressurgi, mais je ne vois plus du tout ma famille française. C'est comme si elle n'existait pas. Pas parce que je les aime pas, mais toute cette partie arménienne a tout pris. Et en plus de ça, j'ai vécu dans un 3 pièces, parce qu'on avait beau vivre dans le 16e, on était très nombreux dans un 3 pièces, et dans ma chambre, il y avait mon frère, une tante à moi parfois, et ma grand-mère. Donc j'avais la grand-mère arménienne. Et donc quand par exemple, j'avais simulé une signature pour un bon d'absence et que je me faisais hurler dessus par ma mère, ma grand-mère, j'allais évidemment dans ma chambre pleurer, ma grand-mère me disait, on dit néné en arménien pour dire la grand-mère, elle disait néné a beaucoup pleuré déjà. Et là on avait vraiment l'air con parce qu'en fait on avait pendu son père. Ils avaient dû tout quitter, et ils avaient vécu planqués dans des caves, et ils ont mis 4 ans à réussir à aller de Turquie en France, à Marseille. Voilà, il y avait comme une interdiction à avoir des menus soucis, puisqu'il y en avait des très très gros, mais on rigolait beaucoup aussi. Hein. Pas le droit de pleurer, donc vous riez à la place en fait, c'est ça ? Ma grand-mère, elle pouvait pas pleurer. Un jour, je sais qu'on est passé. De temps en temps, j'allais la promener. Donc, j'ai beaucoup fait d'assistanat aux personnes âgées dans ma vie. Et donc, j'allais la promener et on passait devant une boulangerie et puis elle disait l'odeur, alors qu'elle était au régime, elle devait manger que des tailles fines. Et elle disait ça sent bon, etc. Et puis un jour, elle me dit mais quel bonheur. Et du coup, comme elle avait l'air si paisible, j'ai essayé de lui dire mais c'était quoi en fait ton histoire en Arménie, enfin en Turquie, pas en Arménie. Et là, elle m'a dit, c'est histoire trop triste et tu oublies. Mais je regrette de ne pas avoir insisté. Valérie Toragnan, qui dirigeait le journal, elle a pu questionner sa grand-mère. Moi, j'ai pas pu. Elle voulait pas dire. D'ailleurs, il y a des incohérences, on comprend pas très bien ce qui s'est passé. Elle a écrit un bouquin d'ailleurs là-dessus, Valérie. Hein. Valérie, elle a écrit un livre, ouais. Je me suis rendu compte aussi en relisant tout ça qu'il y a des choses de ton enfance qui reviennent souvent dans ton récit, notamment le fait que dans ta famille, on disait que ton frère Marc était beau et que toi, t'étais intelligente. Comment on te parlait à toi, l'intelligente, dans ta famille, quand t'étais petite ? Je me suis débrouillée pour être admirée dans ma famille, en fait. Je crois, parce qu'on admirait tellement la beauté de mon frère. Et pour ça, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. Ma mère, dans une famille arménienne, ce qui veut dire quelque chose, c'est des gens qui venaient de Turquie. C'est un autre monde. Et ma mère, elle tombe enceinte. Elle a 28 ans, mais dans l'histoire, dans la symbolique de la famille, c'est comme si elle avait 15 ans. Elle tombe enceinte et elle ne sait pas de qui. C'est-à-dire qu'elle avait un amoureux, l'amoureux l'avait quittée. Alors déjà, rien qu'elle fasse l'amour avec l'amoureux, c'était un scandale, mais l'amoureux l'avait quittée et du coup, de dépit, elle était allée coucher avec un autre. Elle va mettre des années à me le dire. Elle me le dit, j'ai 25 ans. Hein. Et quand elle fait ça, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle se rend compte qu'elle est enceinte de 6 mois. Et elle dit à ses parents qu'elle est enceinte. Les parents disent, voilà, d'accord, en fait. Bon, déjà, ils réagissent, ils ne la mettent pas dehors. Et mon frère naît. Et elle ne sait pas donc qui est le père de mon frère. Mais il y avait un homme qui était brun, dont elle était amoureuse, et un autre qui était blond aux yeux bleus, et serbe, qui était l'autre homme. Et l'enfant naît, et tout bébé, dans une famille brun d'Arméniens, il ressemble étonnamment à ce serbe. Il a les yeux tout bleus, très vite, et ça ne va pas bouger, et il a les cheveux tout blond, blanc, comme un petit bébé suédois. Donc elle en déduit que cet enfant et le fils de ce serbe. Elle peut s'être trompée, on ne sait pas les gènes, mais en tout cas, elle déduit ça. Et c'est comme ça qu'il va être identifié. Cet enfant, comme il est beau, on l'admire et il va se faire accepter par sa beauté. C'est-à-dire que au début, la sœur de ma mère, elle avait mis un paravent, elle ne voulait pas parler à la fille-mère. Enfin, vraiment, c'était un peu une paria, ma mère. Mais la beauté de ce gosse est telle, chez les Arméniens, on est souvent brun et on a souvent les yeux noirs. Tout d'un coup, un enfant blond aux yeux bleus, mais c'était comme un demi-dieu, quoi. On avait un viking dans la famille, donc tout le monde était autour de lui. Et l'identité de ce gosse, ça va être sa beauté, qui est phénoménale. Parce qu'on a l'air toujours idiote quand on dit « Ouais, ma soeur, mon frère était beau », mais quand je monte, les gens, ils m'écoutent pas, et puis quand je monte la photo, ils font « Ah ouais ».
parce que c'est une beauté à la Paul Newman, à la Clint Eastwood, c'est vraiment des beautés hollywoodiennes, quoi. Et moi, j'arrive légitime. Moi, ma mère, entre-temps, s'est mariée avec un homme qui a reconnu mon frère, c'est-à-dire qui a dit, voilà, c'est mon fils, alors que c'est pas son fils. Et moi, j'arrive, mais tout le monde sait que moi, je suis des 2 parents. Et je suis donc trop gâtée. Parce que moi, j'ai un papa et une maman. Et on va donc toujours essayer de valoriser un peu plus mon frère que moi. Parce que le pauvre. Parce que le pauvre. Et toute ma vie, j'ai entendu le pauvre. Et non seulement j'ai entendu toute ma vie le pauvre, mais là, j'y pense en te parlant. Tous les hommes que j'ai aimés, qui étaient toujours pas à la hauteur. Toujours, je les aimais en me disant, mais le pauvre. Et toi, t'étais l'intelligente alors pour compenser ça? Oui, mais j'ai redoublé d'intelligence. C'est-à-dire que je n'étais pas la première de la classe, mais en revanche, j'étais quand même super intelligente. Il y avait à un moment donné, il y a eu le concours général a été ouvert à une classe. Ils ont fait une expérimentation sur une autre classe que la classe qui d'habitude fait le concours général de français. Et j'ai été première au concours général. Non, pas première. 3e, la fille qui rêve. C'est tout toi, ça. Non, mais ça, c'est tout moi, oui. J'étais première. Mais bon, en tout cas, dans ma classe, j'étais la star. Et je me suis débrouillée pour... Puis cette intelligence, c'était pas juste l'intelligence, c'était la créativité. C'est-à-dire que quand j'avais 9 ans, j'ai dit, oh, moi, j'écris des poèmes. Alors, j'ai commencé à écrire des poèmes. On a trouvé qu'ils étaient bien. Donc, dès qu'il y avait un mort, il fallait que je fasse un poème sur le mort. Enfin, je faisais un poème spontanément sur le mort. Après, j'en ai fait plusieurs. Après, je faisais un recueil de poèmes sur le mort. Après, on me disait comment est-elle mort. J'ai dit non, ça m'embrouille, laissez-moi faire à mon idée. Mais j'ai fabriqué, c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'aujourd'hui j'ai cette étrange notoriété, parce que ma notoriété, elle est bizarre. C'est que j'étais déjà à l'école, au lycée, j'étais à la fête de l'école, j'étais avec ma guitare, on m'avait offert une guitare et je chantais des chansons. Et si les élèves étaient très sympas, je faisais une chanson sur elles. Et tout le monde te regardait. Ah bah oui. Et t'aimais bien. J'adorais, j'avais pas peur. Je faisais des auditions, j'ai fait des disques quand j'étais jeune, j'avais passé des auditions. J'étais vraiment un énergumène, quoi. Mais c'est marrant parce que tu parles beaucoup de cette faculté que tu avais à écrire, à utiliser les mots, cet humour, cet esprit que tu avais très jeune. Et pourtant, il y a un passage dans un de tes romans. J'ai vraiment passé une grande partie de la nuit à relire tes bouquins, Sophie. Ils sont tellement beaux. C'est dans L'Envie. C'est à la page 17. Tu es dans une chambre d'hôtel avec un homme plus âgé qui contraint, on comprend, même si tu le dis très pudiquement, à avoir un rapport sexuel avec lui. T'as 13 ans. T'avais peut-être ce cerveau, mais t'avais aussi, j'ai l'impression, une allure de femme, un corps de femme très jeune, ado. Oui, ça c'est encore l'Arménie, hein. C'est que les jeunes femmes orientales sont je ne sais pas si elles sont, faudra regarder si elles sont formées plus tôt, mais en tout cas, on a des formes, on quitte bien vite le côté complètement filiforme de la gosse pour entrer dans des formes plus opulentes, même si j'étais très mince. Donc quand j'avais 13 ans, c'est pour ça que ça m'amuse aujourd'hui quand on me dit que les cheveux blancs, ça peut éventuellement me vieillir, parce que quand j'étais plus jeune, quand j'avais, mettons, 12 ans et demi, on m'en donnait 15, et à 14 ans, j'entrais dans toutes les boîtes de nuit, ce qui m'a donc... Je faisais plus vieille que mon âge. Et j'avais... donc moi, je me sentais pas du tout belle, puisque de toute manière, c'était interdit. La beauté, c'était pour mon frère. Mais en revanche, j'avais un très joli corps. Ça, j'arrive à le dire, même si ça... comme ça, mais bon, j'avais un très joli corps. Et ce très joli corps, à 14 ans, je comprends qu'il a un pouvoir de séduction. Et qu'est-ce que je fais ? Je ne sais plus si c'est à 14, 15 ou 16 ans, c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai oublié, c'était tellement traumatisant, c'est qu'évidemment, alors que je n'en ai pas le droit, je vais danser à l'Élysée-Matignon, dans les boîtes... Et évidemment, je dis à ma mère que je dors chez une copine pour travailler les maths, mais bien évidemment, je vais danser. Et là, je rencontre un garçon, et le garçon, il me dit, il faut qu'on passe dans ma chambre d'hôtel, parce que je ne sais plus pourquoi faire. Le mec est sublime, il m'a enroulé des pelles, j'ai trouvé ça tellement génial et dément. On va dans la chambre d'hôtel, il se met à moitié à poil, moi, il me dépoitraille à moitié, je trouve ça super, en tout super. Puis à un moment donné, c'est tellement super que le garçon, il est très en forme. Et moi, je lui dis, oui, mais moi, je peux pas, parce qu'en fait, j'ai très très peur, hein, je suis vierge. Tout ça en espagnol. C'était espagnol. Ah oui, en plus. Et il me dit, oui, mais moi, tu comprends, tu peux pas me laisser dans cet état-là, etc. Je dis, oui, mais moi, je peux pas. Et là, il m'a dit, alors il y a une solution. Et quand on a 14 ans, surtout moi, j'étais vraiment tellement immature par rapport à ça.
Il est parti, il est revenu avec un pot de crème. Et je me suis dit, ça doit être la solution, le pot de crème. Peut-être on va se mettre de la crème, je ne sais pas. Et en fait, il m'a mise sur le ventre. Je sais pas, ce qu'il a fait avec la crème, je l'ai déduit après. Et en fait, il m'a sodomisée. Et dès que j'ai compris qu'il y avait une intrusion dans mon corps, en fait, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pas arrêté de pleurer pendant le temps où ça a duré. Et ça a duré, quand même, dans mes souvenirs, ça a duré un certain temps. Et quand ça a été terminé, bah moi, je continuais de pleurer. Lui, il m'a dit qu'il était désolé. Il m'a dit qu'il fallait surtout pas que je pense que ça, c'était l'amour, que ça, c'était les hommes quand ils perdaient la tête. Et puis, il m'a donné de l'argent. Et puis, il m'a raccompagné à un taxi. Et moi, j'ai été dans le taxi. C'était une grosse somme d'argent. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est génial d'avoir autant d'argent. Et donc, j'ai arrêté le taxi pour garder l'argent. Et puis, quand j'étais dans la rue, j'ai commencé à me rendre compte que je saignais, que ça allait pas du tout. Je suis rentrée chez moi et j'ai tenu 2 jours à pas dire à ma mère que j'étais déchirée, en fait. C'est horrible, hein, c'est abominable. Et j'ai tenu 2 jours. Et puis, finalement, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère, elle était complètement effondrée. Elle m'a emmenée chez un gynécologue qui m'a écoutée et qui m'a dit « Je ne vais pas vous examiner car je sais ce qui s'est passé » et qui m'a dit « Voilà ce qui s'est passé ». Donc il dit « Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on va faire ». Et qui m'a dit « Tu es tombée sur un connard ». T'as été violée, on te l'a dit ça quand même à un moment ? Mais même moi, j'arrive pas à le dire. Même moi, j'arrive pas à le dire parce qu'en fait, quand j'en parlais à ma mère des années plus tard, parce que sur le coup, ma mère n'a pas tellement parlé. Et quand j'en parlais à ma mère, elle disait, c'est pas un viol. Un viol, c'est quand on prend des femmes, on les tire par les cheveux. Et je vois bien à quoi elle fait allusion. Et elle dit, toi, tu as été abusée. C'est différent. C'est-à-dire que on a abusé de ta confiance. Mais ok, alors on met le mot qu'on veut de toute manière. Moi, je me suis toujours dit, ok, mettons, c'est pas un viol. Mettons, en fait, on dit c'est pas un viol. Parce que j'ai tellement formaté, on m'a tellement dit que c'était pas un viol que je me dis, ok, c'est pas ça. C'est quand même hyper violent. Car en fait, ce que je me suis dit, et là on en vient à ta marotte, qui est la question du féminisme, moi aujourd'hui, à mon âge, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un jeune garçon que j'emmenais dans une chambre d'hôtel, sous couvert d'aller chercher mon portefeuille, que je fermais la porte, qu'on commençait à flirter, qu'à un moment donné, le garçon me disait « Non, mais moi, je veux pas, j'ai peur ». Alors que, mettons, il était excité, mais qu'il me disait « Moi, je peux pas, j'ai peur ». Qu'est-ce qui se passerait si je lui disais, qu'il disait « Mais moi, je peux pas, j'ai jamais fait l'amour, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas, j'ai trop peur ». Qu'est-ce qui se passe si j'ai une solution et que j'allais chercher une bombe de déodorant, de la crème, et que je lui foutais dans le cul? Enfin, c'est complètement dingue. Mais ce serait un viol aussi. Mais oui, c'est pour ça. Il aurait peut-être porté plainte, non, le garçon? Peut-être, moi, j'avais demandé à mes parents, à l'époque, pourquoi on portait pas plainte. Et mes parents m'avaient dit, alors il y avait 2 choses. Ils m'avaient dit, 1, comment tu vas expliquer aux policiers que tu as voulu aller jusqu'à un certain point, mais pas à un autre? C'est ça qu'on m'a dit. Et deuxièmement, on m'a dit, mais le garçon, il doit pas se sentir si coupable que ça, puisque en fait, il a rappelé un jour, une nuit. Mon père lui a dit qu'il l'appelait trop tard. Le pire de tout, il était mexicain. C'est que si ça se trouve, il y a au Mexique un type qui ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il a foutu ma vie en l'air. Parce que la réalité, c'est qu'il a entièrement flingué ma sexualité. T'es devenue femme ou tu l'étais de naissance? Moi, je pense que je le suis devenue. Et je suis devenue d'abord parce que on m'a dit que j'étais une femme. Ça, c'est une première chose. On m'a dit que j'étais une fille. Et ensuite, parce que j'ai décidé d'en être une. Parce qu'en fait, quand j'étais gosse, j'étais coiffée comme un garçon. Je ressemblais un peu à la fille de Zazie dans le métro. Et les filles, à l'époque, avaient souvent les cheveux courts. Et j'avais des copains garçons et je me trouvais exactement aussi garçon qu'eux. Et j'étais très étonnée qu'il faille s'asseoir pour faire pipi. Je trouvais qu'on pouvait peut-être faire pipi debout. J'ai essayé, mais ça marchait pas. Ça se tente. J'ai essayé de le tenter. Et je suis devenue fille parce que j'ai décidé que c'était quand même pas mal. Parce que dans mes amis d'enfance, il y avait 2 amis d'enfance avec qui j'ai grandi,
qui étaient des garçons. Et on avait une égalité totale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas là une fille et des filles garçons, sauf quand on faisait du vélo où ils essayaient de me faire croire qu'ils étaient meilleurs que moi. Et comme j'étais quand même très très bonne, ils me dégonflaient les pneus de mon vélo pour que je puisse pas les rattraper. Bon, tout ça, je les adorais quand même, mais bon. Et avec eux, nous jouions à mettre des mains dans des culottes et tous ces trucs. Donc, en découvrant à quel point c'était sympa, je me suis dit, c'est absolument génial d'être une fille, en fait. Et je sais pas pourquoi, parce que comme eux me renvoyaient l'image qu'en fait, ils étaient attirés par moi parce que j'étais une fille, et que moi, je trouvais assez sympa qu'ils soient des garçons, tout ça, ça faisait un peu un truc interdit, voilà. Je suis devenue comme ça, une femme. Tu te souviens de ce que tu lisais ado? Parce que tu nous l'as dit, tu écrivais beaucoup, tu avais l'amour des mots. Dans quoi tu t'inspirais? C'était quoi tes bouquins sur ta table de chevet quand tu avais 15-16 ans? Ma mère lisait à voix haute des poèmes, que d'ailleurs je connais encore par cœur, et, enfin pour certains. Donc elle vivait, elle lisait, d'abord elle lisait des vers, elle lisait Molière, hein, très souvent, Prévert, Musset, et ça, donc moi je me suis mise à écrire des poèmes. Et de ces poèmes, je suis allée vers la chanson. C'est-à-dire que vers 9 ans, je crois 9 ans et demi, j'ai dit je voudrais une guitare. Enfin, je voulais un piano, mais c'était trop cher, on m'a offert une guitare. Il n'y avait pas la place dans le 3 pièces en plus. Oui, bah, j'avais une grand-mère un peu riche, mais celle-là, on est allé la voir. Elle avait été cette femme chanteuse d'opérette. Et donc, elle m'a fait chanter pour savoir si elle allait m'offrir un piano. Elle a dit que ça lui plaisait pas, qu'elle allait m'offrir qu'une guitare. Bah, c'est pas mal déjà. Oui, j'ai fait des chansons à la guitare. Et donc, c'était des choses, je racontais... c'était comme c'était avant cet abus sexuel. J'avais une chanson qui disait « Docteur, trouvez-moi un problème. Docteur, trouvez-moi une erreur. Oh là là. Il y a trop de gens qui m'aiment. » Donc, je faisais des chansons là-dessus. Ma mère adorait cette chanson parce que ça voulait dire qu'elle avait tellement réussi son éducation que j'avais aucun problème. Et puis, dès que j'ai commencé à vivre ce truc, un peu traumatisant, hein, pour moins qu'on puisse dire, bah, j'ai écrit des chansons qui disent qui je suis aujourd'hui. Hein. Il y avait une chanson qui disait « Je me protège avec du rire, avec du bruit et des mensonges. J'ai si peur de m'anéantir quand on m'allonge. » Wow. Mm. Donc, l'ambiance était donnée. Mm. J'ai vu une photo de toi à 20 ans, prise à New York, que tu as postée sur un blog d'une copine. Tu as une coupe de cheveux très courte et tu as les cheveux encore bruns. Tu dis quelque chose sur cette photo qui m'a surprise. Tu dis « Je voulais ressembler à Elvis Presley et à Audrey Hepburn ». Il y a encore un jeu sur le genre qui est intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis toujours identifiée aux deux. Et par exemple, quand je voyais un James Bond, mais ça, plein de filles, je m'identifiais à James Bond. Maintenant, un peu plus à la fille, mais je m'identifiais à James Bond. Quand je lisais Le Club des 5, je crois que c'était Claude, j'étais en tout cas les garçons. Parce qu'en fait, du côté des garçons, était la force et la liberté. J'aimais bien ça. Et je me souviens que quand il y a eu les jeux vidéo, Lara Croft et tout ça, et machin, j'étais allée voir une société de jeux vidéo, et je leur avais dit, il faudrait imaginer un jeu vidéo avec une héroïne femme et qui arrive à vaincre par la discussion, par des arguments, qui arrive à vaincre tout, qui drague des hommes, et puis celui-là ça va pas. Et j'ai avec une vie virtuelle, il m'avait dit mais les filles non, parce qu'il faut un super-héros, il faudrait qu'elle ait quelque chose de la force d'un homme. Donc il y a toujours cette idée de où elle est la force d'une femme. J'en trouvais toute une partie chez Elvis Presley. Et d'ailleurs, je me disais, si je rencontrais Elvis Presley, je pensais qu'Elvis Presley tomberait vraiment l'énorme erreur. Je me disais, il va tomber amoureux de moi parce qu'il va voir qu'il est face à son égal. Déjà, énorme délire de mégalomanie, mais je me disais, il va voir qu'il a toujours cette idée que c'est tout l'échec de ma relation de séduction, c'est ça. C'est que je rencontre un homme, immédiatement, je me mets jamais en position de petite caille à protéger. Alors que, bien évidemment, aussi, je suis une petite caille à protéger. Ça se voit pas. Ah non. Et quand j'essaie de le montrer, ça donne des catastrophes parce que je me montre tellement caille que après je tombe sur les sadiques. Donc ça marche pas, quoi. C'est déséquilibré.
Alors très vite, tu deviens journaliste, tu commences super jeune, tu as 22 ans quand tu entres au Matin de Paris, qui est un quotidien. On va accélérer un peu parce que je voudrais qu'on arrive rapidement à parler des magazines féminins. D'abord Cosmo. Dans les années 90, Cosmo, c'était un truc de fou quand même, faut qu'on le rappelle pour les plus jeunes de nos auditeurs. C'était très drôle. C'était drôle. Faut dire, j'ai le cul entre deux hommes, je suis heureuse mais je m'emmerde. Tellement... Comment quitter un homme sans qu'il s'en aperçoive? Et après le L. C'est quand même une façon spéciale d'être journaliste que d'être journaliste dans un magazine féminin. D'ailleurs, c'est un peu bizarre quand on y pense, le concept de journal féminin. Oui, moi je ne me suis jamais vécue comme journaliste. J'étais ravie d'être journaliste parce que ça me donnait la carte de presse. Et musée gratos, tout ça. Le musée gratos. Mais je me suis jamais vécue comme journaliste. J'en ai fait des enquêtes, mais dès qu'on me demandait d'enquêter, j'étais désespérée. Quand j'ai été recrutée à l'Obs, ils ont eu quelques velléités de me faire des enquêtes. Ils ont tout de suite compris que c'était pas possible. Je me vis comme une observatrice. Et c'est pour ça que, bien avant d'entrer à l'Obs, je voulais inventer une partie féminine de l'Obs que je voulais appeler la nouvelle observatrice. Ce qui fait sens. Oui, parce que je me vis comme ça, en fait. Je regarde, et il se trouve que parce que je vis pas... C'est pas que je vis mal, c'est que je vis bancal. Parce que je vis bancal, je vois très très bien les autres, en fait. Parce qu'en fait, je vois sans cesse plein d'angles différents, parce que je ne suis jamais très stable. Et tu vois beaucoup les femmes. T'as quand même passé, 15 ans au L? Oui, mais alors, quand j'étais à elle, parce qu'il y a une fille l'autre jour qui m'a mis un commentaire sur Instagram et qui m'a dit « Oui, j'ai l'impression que vous avez des choses à vous faire pardonner. » Parce qu'elle dit « Vous avez vanté ces dictates, etc. » Elle se trompe. Je n'ai jamais vanté ces dictates. Mais je ne veux pas aller lui dire qu'elle se trompe. Elle en est trop convaincue. Qui vous déteste comme ça, il ne faut pas y aller. Mais non, je suis arrivée à elle, j'ai créé le personnage de Fonel, qui est un personnage qui n'avait rien à faire d'avoir un mec, d'avoir des enfants. Par exemple, sur le mariage homosexuel, évidemment que je suis pour le mariage homosexuel. Bon, si les gens veulent se marier, je ne vois pas pourquoi on les en empêcherait. Mais il y a un dessin du New York Times que j'adore, où il y a un vieux couple qui regarde la télé, il y en a un qui dit à l'autre « Les homosexuels vont pouvoir se marier », et l'autre à côté dit comme s'ils n'avaient pas déjà assez souffert. Donc, je déteste la norme. Donc, dans le magazine féminin, moi, j'ai été heureuse, mais j'y étais heureuse parce que je venais montrer autre chose que la norme. Et c'est quand même un endroit où on essaye de donner des conseils énormément, on essaie de dire aux femmes, voilà la bonne façon d'être. Et tu parles de Fonel, c'est marrant parce que je voulais qu'on en arrive à elle. Fonel, c'était une espèce de double. D'ailleurs, parfois, elle fait des incursions sur Instagram, tu l'utilises souvent, t'arrives pas à t'en détacher. Il y a même des gens qui t'appellent comme ça. Et c'était une fille branchée, dévergondée, pleine d'humour, un peu accro à la mode quand même, elle parlait tout le temps de fringues. Elle servait à quoi, en fait, Fonel? Elle venait jouer quel rôle dans ta vie? Elle venait exprimer quelque chose que je contiens, qui est un côté tonton flingueur. C'est-à-dire que c'est... moi, dans ma vie, tous les jours, je suis tout le temps en train de me dire, est-ce qu'il faut que je sois... où elle est ma douceur, où elle est ma force? Et Fonel ne se posait pas cette question. Fonel, elle était que force. Donc ça me plaisait qu'elle soit que force, puisque c'est... d'ailleurs, quand il a fallu... Je pense à ça, c'est vachement important, parce que quand il a été question avec UGC d'en faire un film, je me souviens que j'avais fait une esquisse de scénario, et on m'avait dit, c'est pas possible parce qu'elle est trop forte, il faut lui donner des faiblesses. Et je disais, mais merde, James Bond, on lui donne pas des faiblesses. Enfin, si, dans les derniers James Bond, mais c'est la fin des haricots, on lui donne des faiblesses. Mais normalement, James Bond n'a pas de faiblesse. Brise de Nice, c'est un bloc monolithique. Et tout d'un coup, pourquoi il fallait donner des faiblesses ? Alors j'avais dit lesquelles. On m'avait dit, mais tu vois, peut-être elle pourrait, quand elle était jeune, avoir des parents qui se séparaient, elle n'avait pas supporté, peut-être elle pourrait, tu vois, peut-être il y aurait eu un abus, donc je me disais, c'est quand même dessous de clairvoyance. Mais moi, justement, Fonel me guérissait de ça. C'est un personnage qui n'est que force. Voilà. Elle a réponse à tout. Et le problème que j'ai, c'est que Fonel, effectivement, est en sommeil chez moi. Mais si je vais dîner avec un homme, qui c'est qui va au rendez-vous? C'est Fonel. Mm-hmm. Donc, ça m'amuse, en fait. J'ai toujours voulu... Je cherche un homme avec qui je pourrais jouer et qui pourrait renvoyer les balles, quoi. Parce que non seulement j'envoie la balle, et puis voilà, mais parfois je lui envoie dans l'œil, même.
Tu peux pas t'en empêcher. Oui. L'humour, c'est en fait une façon de rendre ton intelligence un peu plus acceptable par la société. Bah, l'humour, c'est peut-être, parce que quelqu'un m'a dit un jour, tu m'as l'air de te trouver bien intelligente. Bah oui, mais bah oui, c'est comme ça. Je le suis. Je le paie quand même le prix fort. Donc c'est pas si simple. Hein. Mais pour moi, l'humour, c'est surtout une façon, justement, de ne pas, j'allais dire de ne pas tenir. C'est une façon de dévier toute tension. Et donc, j'ai lu des choses sur le trait d'humour, il y a eu un texte de Freud, il y a eu des tas de choses qui ont été écrites là-dessus, et en fait, j'ai appris que l'humour, c'est une jouissance qu'on donne à l'autre, et que donc, c'est une jouissance sexuelle, et que c'est un détournement de la jouissance sexuelle. Quand même, ça me ressemble bien. Bah, c'est généreux, quoi. Tu donnes tout le temps, toi. On fait jouir l'autre par l'humour. Mmh. Je réagis tout le temps par l'humour. Je sais pas faire autrement, en fait. Je sais. Et ta notoriété, au fond, elle sert à quoi? T'as fait de la télé, t'as été pendant assez longtemps chroniqueuse à Nulle part ailleurs. Les gens t'ont arrêté dans la rue et tu le racontes dans d'un de tes romans, Le plus jeune métier du monde, que j'avais personnellement commandé sur Amazon d'occasion quand je suis rentrée à Canal+. Ça t'arrive encore souvent aujourd'hui, les gens t'arrêtent dans la rue à cause d'Instagram. Et bien souvent, les gens, ils t'expliquent des choses, enfin, on le lit sur les forums, sur les blogs, ils s'identifient à toi, tu leur fais des révélations, ils veulent être toi, ils t'aiment follement. Et quelle fonction ils jouent, en fait, ces gens dans ta vie? Est-ce que c'est une espèce de famille? Est-ce que c'est... Non, c'est pas une famille. C'est pas une famille, c'est juste que c'est mon lien au monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus large qu'une famille. Hein. C'est parce que dans une famille, il y a aussi des emmerdements. Là, en fait, quand il arrive que les gens mordent, parce qu'en fait, c'est une relation quand même qui est on est dans l'amour. Donc, quand de temps en temps quelqu'un se met à me dire, je sais pas, en fait, je désire ton corps, etc., ou je ne sais quoi, quand je sens qu'il passe, ou bien il y a une femme qui m'avait dit un jour, c'est arrivé, je vais dire en tout, je sais, 4 fois. Une femme qui m'avait dit oui, elle me faisait des espèces d'allusions, mais très homophobe, où elle me disait mais reconnais qu'en fait t'aimes les chattes, etc., une espèce de truc, et tout ça c'était un message ouvert, hein, sur Instagram. Donc un jour, elle me dit alors la petite pédale, etc., et un jour je lui ai dit le mot, je ne sais plus quel mot elle avait employé, peut-être pédale, je lui ai dit me semble très limite, que normalement je ne fais jamais. Et en fait, je sais pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas fait ça parce que genre j'aurais une homosexualité cachée, que tout d'un coup elle aurait touché, qu'elle a peut-être pensé. C'était pas ça. C'est que je me suis toujours insurgée d'abord contre les propos homophobes, ça déjà. Pas chez moi. Je lui interdis pas sur un blog d'aller dire ce qu'elle veut. C'est la liberté d'expression, mais pas chez moi. Et surtout, moi j'aime les hommes, mais j'ai énormément de mal à aller avec eux. C'est pas du tout simple pour moi. Je ne suis pas attirée sexuellement par les femmes, et donc je suis ailleurs. Je suis ailleurs que juste cette fille qui, de temps en temps, se dit « un homme va pouvoir me donner du plaisir », mais moi, c'est difficile pour moi. Et si je pouvais être attirée par les femmes, j'en connais plein des sensationnels, mais je ne suis pas attirée par les femmes. Donc en fait, je suis au milieu, dans ce truc qui n'a pas de nom, qui est... je pense que je suis véritablement... c'est pas androgyne. Je suis au milieu d'un truc dont on ne parle pas et où je suis sûre que beaucoup de gens sont. C'est-à-dire que moi, si je rêve tout d'un coup, si je me mets à m'exciter ou si je vais... Vous savez, je devrais dire, tu sais, parce que c'est encore plus simple. Tu sais, quand on sait en fait ses préférences sexuelles quand on va sur YouPorn. Ouais. Et en fait, je vois bien que, bon, alors j'ai beaucoup fait young, old, parce que pendant longtemps, je me vivais comme une gamine, et puis alors j'allais avec des vieux. Alors, j'allais voir vraiment des mecs, des catis, etc. Je sais par exemple que c'est plus mon truc. Je sais qu'à mon œil, je regardais fessé. Ça, j'aimais bien les trucs de fessé, etc. Alors, c'est hyper compliqué quand on se fait son auto-érotisme de se donner en même temps une fessée. Enfin bon, je me faisais des trucs, comme ça, des tricks. Et puis, mais je remarque que finalement, j'ai du mal à trouver ce qui me correspond. En revanche, je vais jamais regarder femmes entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, je vois bien, c'est comme ça que... Parce qu'à un moment donné, à force de pas y arriver avec les hommes, je me dis, mais peut-être, en fait, je suis lesbienne et je le sais pas.
Peut-être des filles me disaient, mais comment tu sais si tu n'as pas essayé? Mais enfin, sans vraiment essayer, j'ai vu des femmes essayer, notamment une amie. Oui, très souvent. Très souvent. Et puis j'étais partie en vacances avec une copine qui, me voyant sans mec, un jour, elle s'est foutue à califourchon sur moi et elle a essayé, ça m'était arrivé déjà quand j'avais 10-12 ans. Elle a essayé de m'embrasser et je me souviens, elle a essayé une fois, 2 fois, donc elle rigolait, mais elle le faisait. Puis à la 3e fois, je l'ai attrapée aux épaules et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Et elle a eu peur parce qu'en fait, elle n'était pas plus lesbienne que moi, quoi. Elle voulait juste comprendre de quoi j'étais faite. C'est bizarre d'être au milieu comme ça, mais c'est mon cas. Mais c'est marrant quand je te demande le rôle du public ou des gens qui te regardent, t'en arrives à parler de ça. C'est comme si c'était un espèce de miroir dans ce cas dans lequel tu te regardes ou... Non, parce que depuis le début, ce que je veux te dire, et puis après j'ai oublié, ce que je veux te dire, c'est que n'ayant pas, ou très occasionnellement, de vie sexuelle, mon lien aux autres, mon érotisation, mais quand je dis érotisation, c'est la manière dont je fais scintiller mon être dans l'autre et avec l'autre, eh ben c'est comme ça que ça se passe. Et tu les fais jouir en les faisant rire. Oui, sans doute, et en les émouvant aussi. Et ce qui est fou, c'est qu'ils le comprennent. Ils le comprennent. Et quand je parle de l'homme invisible, qui est... Je continue comme un rêve d'adolescente de me dire qu'il y a de la place pour cet homme, mais je l'appelle l'homme invisible. Et quand je suis en train de comprendre en te parlant que je vais faire un livre qui va s'appeler L'homme invisible. Ah, c'est dingue, non? Ça sera venu là. Parce qu'en fait, cet homme qui n'est pas là, je lui garde une place. Et en fait, elles comprennent, elles savent. Et quand souvent il y en a une qui dit, vous savez, votre solitude, donc elles savent. Et elles savent très bien que ma solitude n'est pas triste. Parce qu'en fait, j'ai plus du tout envie de mettre le guidon du scooter, le guidon du scooter dans le mur, plus du tout. Mais elles savent, en fait. Elles ont tout à fait compris. Même celles qui n'ont pas lu les livres. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on raconte dans les... Parfois, il y a des gens qui disent, mais en fait, est-ce que c'est vraiment un écrivain, pas un écrivain? Et ça arrive, hein, des critiques littéraires qui se posent la question, etc. Il n'y a qu'à lire mes livres, en fait, pour savoir. Il n'y a qu'à lire mes livres. Donc, moi, j'ai même rien à dire là-dessus. Bah justement, enfin moi je voulais en arriver à l'envie, donc ce roman que t'as écrit en 2011 qui raconte comment tu n'as pas eu de rapport sexuel pendant une 12aine d'années. Ce roman a un succès énorme, y compris à l'étranger. Alors il y a un article du New York Times, quand même énorme classe, il faisait 12 pages en plus, le truc méga long, qui dit c'est un manifeste d'empouvoirment, d'empowerment, en pleine époque où les grosses pattes baladeuses de DSK font la une des journaux. C'est une enquête sur le pouvoir du non. T'es pas féministe avec ça? Non, mais tu sais, féministe, je le suis. Le problème, c'est que je suis aussi, la plupart du temps, abstinente. Je suis célibataire. Je sais plus comment on dit, à 55 ans. Mais je suis une influenceuse. Je suis des tas de choses. Et je déteste le dire. Voilà. Je déteste le dire, car ce que je préfère au monde, c'est l'acter. En fait. Et ne jamais en avoir honte. Donc, en fait, j'ai pas besoin de dire que je suis féministe, même si, là, avec la sortie du livre sur les cheveux blancs, je me rends compte que, vu les attaques, parfois, je me dis, merde, ils vont vraiment finir par me faire sortir du bois, quoi, sur le féminisme, parce que et c'est tellement exaspérant, quoi. Tu vas prendre une pancarte bientôt. Mais tellement exaspérant, et je pense que les préjugés de la société sont tellement énormes que bon. Mais en général, je préfère... il suffit de me connaître, en fait, pour savoir ce que je suis. Mais donc voilà, je milite pas. Bon, j'aimerais qu'on arrive à un moment pour parler de grandir. Parce que grandir, pour moi, c'est le plus beau de tes livres et peut-être même le plus beau de tes écrits. Je suis déjà émue rien qu'en en parlant. C'est sorti... T'as manqué me faire pleurer 2 fois. Je suis désolée, c'est hyper grave comme interview. Et ça raconte les années où tu as pris soin de ta maman qui était vieille, qui était malade. C'est en plus une époque où on se voyait beaucoup, toi et moi, et je sais comme tu as vécu ça. Et je voulais te demander d'en lire 2 pages sur lesquelles je suis tombée hier. Et en fait, en les lisant, j'ai frissonné. Si tu es d'accord pour les lire? Oui. C'est où? Doucement. 51. Ça et ça. Ouais, ça et ça. Page 51. J'ai développé une sensibilité particulière aux personnes âgées. Est-ce une richesse? Est-ce qu'elle m'ouvre à des valeurs supplémentaires, cette nouvelle loupe à voir la fin? Si mon œil repère une cahotante dans la rue, c'en est fait. Plus rien ne peut m'en détourner.
ni la vitrine irrésistible, ni la star qui se matérialiserait là. Je suis comme ces parents qui, sachant les besoins fondamentaux de l'enfant, s'étonnent de l'enfant des autres, zigzagant entre les tables du café, pas couché à 2 heures du matin, énervé et blafard. Et, comme eux, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? C'est pas sa place. » Qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame arrimée à son caddie, venue tard au marché au remballage, récupérer sur le sol les fruits et légumes rejetés. Elle se courbe à en gîter pour un melon éclaté. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette microscopique passante, doublée par une trottinette qui fuse, et elle panique. Pend-elle sur sa canne, tandis qu'en retrait, la mère de l'enfant, celui à trottinette, très pressée, crie « Ne va pas si vite ! Ben, tu vas tomber !» La mère ne remarque pas ce que son enfant menace. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle couchée devant moi aux urgences? Sans âge, tavelée, âpre, c'est la terre d'Islande. Elle n'a pas voulu déranger sa famille affairée, et elle attend seule sur le brancard, son sac posé sur son pubis, et elle le tend au personnel soignant qu'elle réceptionne. Il y a tout dedans. Qu'est-ce qu'elle fait là, ma voisine, qu'un midi, en sortant de chez moi, je découvre par terre dans le hall, retournée comme une coccinelle. Par un excès inapproprié, mais déchirant de politesse, elle refuse d'admettre que son bras la fait souffrir. Il est cassé. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette autre, dans le carrefour, bloquant 5 artères de la ville, le bus stoppé devant elle, et elle et le bus bien face à face, dans une confrontation inexplicable, perdue d'avance. Qu'est-ce qu'elle fait là, la super maquillée antédiluvienne, au restaurant marocain de la rue Monsieur le Prince, toujours solitaire et toujours la même, et qui parle à un ami imaginaire, entourée de clients qui, peut-être, de leur vie, n'ont jamais vraiment vu l'autre, alors qu'elle le voit. Ouais. Dis donc. Ouais. C'est vachement bien, hein. C'est super dur de se lire. Ouais. Mais cette tendresse pour les vieilles femmes, enfin, déjà, les vieilles femmes, on les regarde pas, on les écrit rarement, on les filme pas souvent, et tu fais ça avec un amour complètement dingue, et je pense que c'est quelque chose que tu as tiré d'un moment d'une vie qu'on raconte pas trop non plus, alors que beaucoup de femmes le vivent, c'est le moment où il faut s'occuper de ses parents, et ça incombe d'ailleurs souvent aux femmes, de ce rôle-là. Et je crois que c'est un moment qui a été un basculement important en fait pour toi. Tu l'as pas appelé pour rien Grandir, ce bouquin. Mais parce qu'il a fallu pardonner à ma mère. Ma mère n'est pas coupable du fait que je me suis retrouvée dans une chambre d'hôtel à me faire sodomiser. Elle n'est pas coupable de ça. Mais son manque d'écoute à ça, qui vient de plein de choses, hein. Le fait qu'on ne m'ait pas emmené voir un psy, le fait que tout ça, ça a été comme si ça n'était pas arrivé. Ou bien, pire, je l'avais quand même un peu cherché. Donc, tout ça, ça a fait que moi, ma mère, ça faisait comme ça quand j'étais face à elle. Et elle le savait. Et un jour, ma mère est tombée et il a fallu pardonner en 2 heures. Parce que sinon, cette femme qui était par terre, qu'il fallait emmener aux urgences, eh ben, elle n'aurait jamais voulu bouger. Donc, il a fallu que je lui dise « Maman, je t'aime. Et parce que je t'aime, je vais appeler les ambulances. » Mais alors là, je me suis dit, mais c'est dingue. Et à quoi je pensais quand je disais ça? Je pensais à Jean Marais. Parce que Jean Marais raconte que dans une chambre d'hôtel, un jour, Jean Cocteau est venu le voir. Et lui a dit, vous êtes si beau, etc. Et Jean Cocteau s'est foutu dans ses bras. Il n'était pas amant. Et il lui a dit, je vous aime, est-ce que vous m'aimez, vous? Et Jean Marais a dit, oui, moi aussi, je vous aime. Et dans Une vie, son livre, il dit, mais je n'étais pas du tout amoureux de Jean Cocteau. Mais je le lui ai dit, comme un exercice, comme ça, parce que, comme pour m'exercer à le dire, parce que je savais que j'allais avoir à le dire, parce que j'avais envie d'être avec Jean Cocteau. Ben moi, je me suis exercée à dire je t'aime à ma mère, alors que, au fond de moi, j'avais envie de dire mais comment tu peux pas voir tout ce qui m'est arrivé, moi, aujourd'hui? Parce qu'en plus, toute ma vie, elle m'a dit, mais comment ça se fait que t'es toute seule? Mais comment ça se fait? Et c'était pas non plus sa faute, mais tout ça a été lié. On parle pas souvent du moment où les femmes vieillissent, on parle pas souvent des cheveux blancs, on parle pas souvent de l'abstinence. En fait, le fait de mettre en lumière ces sujets invisibilisés qui font partie de la vie des femmes et pas de celle des hommes, pour moi, c'est vraiment de l'engagement. L'abstinence, c'est pas pareil pour les femmes que pour les hommes, on est d'accord. Vieillir, c'est pas pareil pour les femmes que pour les hommes. Avoir un job avec beaucoup de pouvoir, c'est pas pareil pour les femmes que pour les hommes. Enfin, tu vois où je veux en venir, quoi. Je pense que t'as quelque chose qui fait vraiment avancer la cause des femmes en apportant un récit genré de ta propre expérience. Oui, c'est que je
je vois bien que les hommes et les femmes ne sont pas considérés de la même manière. Et je vois bien comment les femmes acceptent parce que accepter la différence, il n'y a aucun problème, mais la déconsidération. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que Georges Clooney, tout le monde le trouve séduisant, et pourquoi est-ce que moi, avec mes cheveux blancs, alors qu'on me dit, oh non, mais vraiment, c'est pas un sujet de livre, 2, ça devient une des meilleures ventes tellement c'est un sujet de livre, et on est là en train de dire, ouais, mais alors vraiment, alors pardon, mais c'était mieux quand même, c'est mieux quand même de ne pas se laisser les cheveux blancs. Donc, en fait, il y a une inégalité. La femme, elle est réduite. En fait, voilà, elle est réduite. Et toute femme qui ne veut pas être réduite, on essaie de la réduire au silence. Dans mon cas, on n'y arrive pas beaucoup. Et il y a eu d'autres femmes, on n'y est pas arrivé. C'est vachement bien. Mais, et cette réduction, elle est que... attention, parce que je vais dire un truc qui est vraiment, vraiment politiquement pas correct, mais même la manière de décider à quel âge la sexualité, on y a droit. Hein, à quel âge elle est légale. Moi, je trouve que même ça va pas. Alors, je sais bien que là, les gens vont dire « Comment, mais il faut protéger l'enfant, etc. » Mais moi, j'ai eu des histoires... Avant ce qui m'est arrivé, j'ai eu des histoires quand j'étais jeune, des histoires érotiques, j'avais cet érotisme. Ça dépend des gens, ça dépend des gens. Ouais. Et moi, à 11 ans, j'étais déjà capable de faire énormément de choses qui n'étaient pas de la pénétration. Mais il y avait vraiment, et dans ma tête, dans ma tête, et j'étais loin d'être une oie effarouchée à ce moment-là. C'est pour ça que ma mère pensait que je l'avais bien cherché. Et donc, il y a déjà dans... Ok, on dit, alors ça commence à tel âge. À mon avis, ça commence bien avant. Ensuite, ça s'arrête quand même vite. Et en plus, quand ça s'arrête, c'est déconsidéré, parce qu'en fait, je fais allusion à un truc très particulier. René Friedman, type génial, donc c'est pas la question. Gynécologue, qui aide les femmes infertiles à avoir des enfants. Voilà, non mais un type, ouais. un héros. Il disait l'autre jour, sur France Culture, radio génial, il disait, ben voilà... La femme, on n'y peut rien à partir de 36 ans, ce qui est vrai, sa fertilité décroît terriblement, surtout pour le premier enfant. On peut quasiment plus en faire, sans aide. Et il disait, il parlait de ça quand même d'une fatalité. Mais merde, je t'ai dit que ma mère était tombée enceinte et avait été fille-mère. Je croyais quand même que le problème pour les femmes, c'était qu'elles pouvaient tomber enceinte très facilement. C'est quand même le plus gros des problèmes, non ? Avant celui de ne pas avoir d'enfant. C'est quand même le plus gros des problèmes. Et qu'on me dise qu'une femme est délivrée de la maternité à partir de 36 ans, éventuellement, évidemment, après les femmes peuvent... Il y en a qui veulent des enfants, etc. Mais qu'elle est délivrée de ça, et qu'elle peut donc baiser... Tranquillement. Mais c'est dingue. Après, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle, et je ne comprends pas. Alors, ça, c'est l'injonction entre les femmes. Et les hommes, ce qu'on leur dit, ce qu'il disait toujours René Friedman, il disait, l'homme, c'est comme ça, c'est vrai, c'est une injustice, il peut procréer jusqu'à 90 ans. Bon, mais qui c'est qui a envie de voir un homme de 90 ans procréer ? Et surtout, qu'est-ce qu'il dit, René Friedman ? Avec tout le respect que je lui dois, parce qu'en plus, je l'aime beaucoup. Mais il est en train de dire aux hommes de 50 ans qui ont des troubles de l'érection, qu'ils ne peuvent pas en avoir, parce qu'il faut qu'ils en aient des érections jusqu'à 90 ans. Et crois-moi, dans mes rares expériences sexuelles, les troubles de l'érection chez l'homme, et on va quand même pas dire que c'est de ma faute, ils viennent quand même assez vite, tu vois. Donc, on est en train de mettre les hommes dans une injonction, et les femmes dans une... On leur raccourcit la vie aux femmes. En fait, la femme, c'est entre 16 ans et 34 ans qu'elle peut vivre. Voilà. Et après, tu vas sinon, c'est l'euthanasie. Ouais. Et en même temps, il ne faut pas vieillir derrière. Moi, j'ai adoré, il y a quelques jours, il y a Laurent Wauquiez qui expliquait qu'il se mettait du blanc dans les cheveux pour être pris plus au sérieux. Ouais. C'est quand même hallucinant, l'espèce de double standard. Une femme de 40 ans qui voudrait se lancer en politique et qui aurait les cheveux grisonnants, elle se ferait tout de suite un régicolore pour pas qu'on voit qu'elle vieillit. Alors qu'un mec, au contraire, c'est exactement ce que tu racontes en fait. Une femme doit se figer à ce moment de fertilité qui est en fait un moment super réduit. Et les hommes, en revanche, plus ils vieillissent, plus ils sont beaux, plus ils sont supposément attirants, sécurisants. Mais je trouve qu'en plus, si les cheveux blancs, c'est la sagesse, tu vois, puisque ce Wauquiez pensait ça. Si les cheveux blancs, c'est la sagesse, je pense que c'est pas mal de faire l'amour avec quelqu'un de sage. Parce que quelqu'un de sage peut être grivois, peut être vicieux, peut être plein de choses. Mais quelqu'un de sage ne va pas te tuer. Quelqu'un de sage veut ton bien. Et je pense que c'est important et que ce soit pas valorisé est absurde. C'est absurde. Et ça vient du fait que ce que la femme est supposée... En fait, chaque fois qu'on pense qu'une femme en sait long sexuellement,
c'est toujours pour la dominer, en fait. Hein. Donc, mais en fait, une femme, quand c'est long sexuellement, une femme qui pourrait apprendre à quelqu'un, qui pourrait lui expliquer, par exemple, à un homme, à aller un peu moins vite, qui pourrait lui expliquer un certain nombre de choses, quand on peut parler, quand on peut ne pas parler, quand on peut ce qu'il faut. Une femme qui sait ça, c'est quand même, c'est de l'or. Mais c'est déconsidéré parce qu'en fait, on préfère l'image de l'homme qui, lui, peut dire tout ce qu'il veut. On veut la caille, la petite caille. La petite caille effarouchée. Dans une apparition dans ton dernier roman, donc celui où tu racontes comment tu as laissé ta chevelure blanche apparaître, tu croises une copine dans la rue, celle-là même qui, il y a 25 ans, t'avait recommandé de te teindre les cheveux pour couvrir tes cheveux blancs. Et tu lui dis « j'ai désobéi ». C'est un acte militant de désobéir, non ? Oui. Et les femmes, même celles qui croient qu'elles désobéissent ou qu'elles sont libres, c'est fou ce qu'elles sont obéissantes. Car le nombre de filles que je sais, indépendantes, vraiment, des femmes vraiment qui sont complètement, qui se vivent comme des femmes complètement émancipées. Et puis cette femme-là, on est dans une boutique et elle dit non mais tu peux pas acheter ça plaît pas aux hommes ça. Ça tu vas jamais attraper un homme avec ça. Déjà attraper un homme. Elle pense pas ça, elle pense se faire attraper. Et moi, il n'y a rien contre se faire attraper. Moi, tant qu'on peut faire et l'un et l'autre, ça me dérange pas. Mais ça, les femmes vous disent ça. Ensuite, le nombre de fois, je ne sais pas. Un jour, j'ai reçu un texto il y a pas longtemps d'un homme, et puis je réponds. Cet homme me donne pas de nouvelles, et puis elle me dit ouais, le salaud, etc. Puis moi, je lui réponds avec énormément de tendresse. Réaction de cette femme, mais c'est hyper castrateur ce que tu fais. Tu vois, parce que lui, en fait, tu le mets dans une position où, en fait, il est comme ça devant ta bonté et il n'est jamais sanctionné. Ça doit hyper le castrer parce que ça ne lui donne pas l'élan. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle en sait ? Si ça se trouve, sa théorie est bonne, mais si ça se trouve, elle est fausse. Moi, quand j'ai fait une analyse, je me souviens d'une fois, j'avais dit au psy, j'arrive pas à comprendre ce qu'il pense. C'était encore sur un autre homme. Et elle me dit, mais est-ce que quelqu'un pourrait imaginer tout ce que vous êtes en train de me dire ici ? Je vais te poser la question un peu rituelle de la poudre, mais tu as un peu répondu tout à l'heure, en fait, avec Friedman. Comment t'entends-tu avec ton utérus ? Je sais que tu poses cette question, qui me fait frémir. Je suis désolée de te la poser aussi. Qui me fait frémir parce que... alors, j'ai réglé cette question quand j'étais jeune. J'ai mis un doigt, j'ai poussé avec le doigt. J'ai vu que ça bloquait. Dans ton utérus ? Dans mon... Tu finis au col de l'utérus. Ah ouais, carrément, t'es en train de me dire. D'accord, ok. Ouais. Je croyais que c'était une imagée, mais non, d'accord. Tu mets ton doigt, c'est ce que fait le... T'as été lui rendre c'est ce que tu fais, c'est ce que fait le médecin, le gynéco quand tu vas. Tu vas jusqu'au col de l'utérus. Donc je suis arrivée jusqu'au col de l'utérus. J'expérimentais, je regardais. Et après, du coup, je suis allée regarder comment c'était fait, voilà. Et j'ai compris. Et j'ai cru que tout le monde faisait comme moi. D'ailleurs, je vois, en te parlant, que pas tout le monde. Et un jour, je parle avec des copines qui sont chez moi et on discute de taille de bites. Et elles sont en train de dire, il y en a une qui dit oui, mais ça dépend de comment est grand ton vagin. J'ai dit mais non, mais c'est élastique. C'est élastique. C'est quelque chose qui se modifie avec le désir, etc. Et là, elles disent non. Et imagine si tout d'un coup, ça te fait mal à l'estomac. Des folles. Donc je dis, mais écoutez, mais les filles adultes, je dis, mais les filles, il n'y a pas un tuyau, c'est pas le tunnel du Mont Blanc, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un tuyau qui arrive jusqu'à l'œsophage. À un moment donné, ça bloque. Et bien, toutes elles m'ont dit, ah non, ah bon, elles étaient... Incroyable. J'inventais que ça bloquait, j'avais un problème. Donc, les femmes ne connaissent pas leur corps. Non. Mon rapport avec mon utérus, c'est qu'au moins moi, je suis allée lui toucher son entrée. C'est bien, bravo. Ta chambre à toi, au sens de Virginia Woolf, je sais que tu l'as, j'y vais souvent. C'est bien de l'avoir. Ouais. Alors moi, je l'ai tellement eu que de temps en temps, je me dis, là, j'étais amoureuse l'année dernière et je me disais, je vais partager ma chambre. Je trouvais ça génial. J'imaginais, c'était un homme qui était plus âgé que moi. Je disais, bon, il va être là, il va être dans le lit, il va ronfler, j'en suis sûre. Il va me déranger, mais ça va être super. Parce que ma chambre... Et mon appartement n'a pas, comme tu le sais, de porte. Et donc, il y a tout est le bureau, la salle à manger, tout est une seule pièce. Donc, je disais, voilà, ma chambre, je vais la partager. Je peux. Je crois que je peux. Tu lis quoi quand tu trouves le monde trop laid ? Dans quel livre, dans quel auteur tu vas te réfugier ?
J'ai même pas besoin de lire, j'ai besoin d'entendre de temps en temps. C'est pour ça que j'aime tant France Culture. De temps en temps, tu vois, il y a tout un truc et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, ainsi que le disait très bien Paul Éluard, tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi. Et tout d'un coup, tu entends de la littérature et de la poésie. Et tu entends ça. Et là, c'est pour ça que je te remercie de m'avoir permis de lire, m'avoir proposé de lire, parce que tout d'un coup, tu entends et tu n'as pas besoin qu'un critique te dise que c'est de la littérature. Tu entends que c'en est, tu vois. Et j'ai juste besoin d'une phrase. Ça évoque quoi pour toi, la poudre? Ça évoque l'odeur de la violette. Je ne me maquille pas beaucoup, mais je me mets de la poudre. Ça évoque justement l'âge, et la féminité et l'âge. Je ne sais plus si les poudres sentent la violette maintenant. Souvent, je suis désespérée parce que ça ne sent pas comme je voudrais que ça sente. Merci, ma Sophie. Merci à toi. Merci à Sophie Fontanelle d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son d'Isla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler la poudre.